nous faisons un travail citoyen. Le collectif s'est donné comme objectif de faire un travail purement citoyen. Excusez-moi, je vais dire, celui qui n'aimerait pas les objectifs de ce collectif n'aime pas le Togo. Il faut que je le dise. Si quelqu'un décide de ne plus adhérer aux objectifs du collectif, c'est que la personne a décidé de ne plus aimer son pays. Ça, il faut qu'on le dise. Et les moyens que le collectif se donne, ce ne sont pas des moyens illégaux. Ce sont des moyens légaux que les textes nous confèrent. Et si le collectif décide par exemple de manifester, le droit à la manifestation, c'est un droit qui est constitutionnellement reconnu, juridiquement protégé, c'est une liberté publique. Donc nous emprunterons des moyens légaux. Vous savez, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est recommandé aux États de faire en sorte que l'individu ou la personne ne soit contraint d'avoir recours en dernier lieu à la force. Les États sont obligés de respecter le droit, de faire en sorte que l'administration ou bien tout le monde soit soumis à la légalité pour que l'individu ne soit contraint en dernier recours à faire l'usage de la force. Il a été dit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est un combat citoyen. Vous voyez, de quoi voulons-nous sauver le Togo? Je vais ajouter un peu à ce que M. Afandigi et mes prédécesseurs, M. Agamon, viennent de dire tout à l'heure. Vous voyez ce rapport, les journalistes, vous pouvez aller sur le site de la Banque mondiale, vous allez le trouver. Et c'est un journaliste qui a pu aussi le trouver. Ce rapport qui a été publié par Initiative pour la transparence dans les industries extractives contient ou démontre la manière dont les industries extractives sont gérées de manière opaque et fait ressortir une gestion catastrophique. Et l'obligation qui est faite au gouvernement togolais, c'est de publier ce rapport. Et lorsqu'on parle de publication, c'est faire ressortir l'élément à publier dans un journal d'annonce légale. C'est ce qu'on vous enseigne. Dans un journal d'annonce légale. Togo Presse, ou bien le journal officiel, ou bien dans les presses privées. Mais, jamais on a voulu publier ce rapport. Et c'est lorsqu'on a tenté, sur les menaces de la Banque mondiale, que le gouvernement a dû publier ce rapport sur son site. Or, combien de personnes peuvent lire, accéder? Je sais qu'aujourd'hui, l'informatique a avancé. Mais combien de personnes peuvent accéder au site du gouvernement pour savoir qu'il y a une gestion opaque et catastrophique des industries extractives au Togo? Ça aussi, c'est la mauvaise gouvernance. Parce que la bonne gouvernance suppose que tout citoyen puisse avoir accès aux informations. Justement, c'est aussi, ça fait partie des critères de la mauvaise gouvernance. Ensuite, je voudrais m'attarder sur quelque chose qui pour moi m'intéresse souvent. C'est la justice togolaise. Tout le monde sait que la justice togolaise est malade. Le garde des Sceaux de la justice lui-même l'a dit que la justice togolaise est malade, elle souffre. Et il faut guérir les maux de la justice togolaise. Elle est instrumentalisée en somme. Et il faut être courageux aujourd'hui. Excusez-nous, nous sommes un peu du milieu judiciaire. Il faut être courageux pour parfois accepter certaines décisions sans lancer, sans outrager le magistrat. Il faut le dire. Il faut être courageux pour accepter certaines décisions sans outrager le magistrat. Notre justice est tellement malade parce que la justice doit être le substrat de la paix sociale. C'est-à-dire que lorsque vous perdez tout, vous citoyens togolais ou citoyens de tout pays, vous perdez tout, lorsque vous recourez à la justice, vous vous adressez à la justice va redresser, va vous rétablir dans votre droit. Mais aujourd'hui, parfois c'est peine perdue. Il y a des exemples qui font légion. Vous avez suivi les procès au Togo tout récemment. Et ces procès en témoignent que la justice est fortement instrumentalisée. Une justice qui doit être le substrat de la paix sociale, lorsqu'elle est instrumentalisée, c'est grave. Il faut l'avouer. C'est grave. Deux exemples. Au Burkina Faso, je parle de l'impunité.
Au Burkina Faso, lorsqu'on a retrouvé sur les comptes d'un directeur général, dans la valise d'un directeur général, je pense, de la douane, une somme importante, on a simplement limogé et il a exercé contre lui des poursuites judiciaires. Au Togo, il y a eu des faits similaires où on a trouvé sur le compte d'un enfant d'un directeur général à l'étranger aux États-Unis 2 milliards, plus de 2 milliards. Mais c'est silence radio, rien n'a été fait. Même si entre-temps il a été relevé de ses fonctions. Rien n'a été fait. Il faut le poursuivre. Parce que des fonctionnaires travaillent 30 ans, ils vont à la retraite, ils ne comptent même pas sur leur compte 200 000, même 100 000. Par contre, on trouve sur le compte d'un enfant, d'un directeur de 2 milliards, et qu'on ne dise rien, je pense que c'est grave. En réalité, la justice doit même se saisir, ouvrir une information contre cette personne. Une justice qui fonctionne bien. Le deuxième exemple est encore récent. Je le tire du Burkina Faso, où un garde des Sceaux a ordonné de torturer un mécanicien. Le garde des Sceaux a été relevé de ses fonctions et ceux qui ont torturé sont poursuivis. Au Togo, vous avez su ce qui a été fait. Un rapport a été publié qui conclut aux actes de torture, mais ce rapport a été travesti. Et le président de l'institution constitutionnelle qui a publié ce rapport est aujourd'hui contraint à aller en exil. La justice est là, elle ne dit rien. Alors que le parti doit se saisir, la torture est un crime. On n'a pas besoin de déclencher une action. On a dit qu'on va indemniser les personnes. On a pris des mesurettes, excusez-moi de le dire. Elles sont encore en détention. C'est lorsqu'elles seront en prison qu'on va les indemniser. C'est en prison qu'il faut aller indemniser des gens contre qui on a exercé la torture. Je ne pense pas. Maintenant, les personnes qu'on a citées, il y a des mesures disciplinaires, oui. Parce que l'armée, quand vous commettez une infraction, on doit vous sanctionner disciplinairement. Mais qu'on ne nous dise pas que parce que la torture n'est pas contenue dans le code pénal togolais, donc on ne va pas engager des poursuites judiciaires contre les personnes. C'est faux. C'est un faux débat. Et on peut le démontrer que toutes les conventions qui sont relatives aux droits de l'homme, notamment la Convention des Nations Unies contre la torture, a été ratifiée par le Togo. Et au terme des dispositions de l'article 50, lorsque vous ratifiez une convention qui porte sur les droits de l'homme, vous l'intégrez immédiatement à la Constitution. L'article 17 prévoit les règles. À partir de ce moment, le principe de la légalité est bien établi et on peut poursuivre. D'ailleurs, il faut d'abord commencer par poursuivre avant qu'on ne soulève le principe de la légalité privilège. Et donc, nous pensons que la justice togolaise est malade. Et il faut faire tout pour que cette justice, qui est la seule chose qui puisse rester à un citoyen lorsqu'il est engagé, il faut quand même faire en sorte que cette justice puisse retrouver son caractère de justice indépendante, de justice neutre, de justice impartiale, qui puisse rendre la justice aux citoyens togolais. Enfin, je vais terminer mon intervention en disant que les organisations de défense des droits de l'homme, nous travaillons aujourd'hui avec les formations politiques. On peut nous envoyer des critiques, nous allons répondre à ces critiques. Nous ne conquérons pas le pouvoir pour l'exercer. Non. Nous tenons notre force en matière électorale des dispositions de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui donne la possibilité à chaque citoyen de participer à la gestion des affaires de la cité. Et par quelle manière? Par l'élection des dirigeants, des représentants, dans le cadre d'élections libres, acceptées et équitables, régulières. Or, maintenant, on vient de vous dire que toutes les élections qui ont été organisées jusqu'ici n'ont pas présenté de garantie de transparence. Nous, notre combat, c'est de faire en sorte que les conditions minimum pour qu'une élection soit transparente et être alignée sur les normes internationales, les standards internationaux, puissent être organisées au moins une fois dans notre pays. Parce que justement, nous tous, nous n'allons pas, nous on ne peut pas être ministre, on ne peut pas être député à l'Assemblée nationale. Mais si nous votons, il faut que notre vote puisse être utile. Et donc, depuis les élections de 2007, législatives, depuis la présidentielle de 2010, il y a des missions d'observation qui ont fait des recommandations
ces recommandations n'ont pas encore été mises en œuvre. Et pourtant, on nous parle d'élections. Oui, nous savons, les élections, oui, c'est le mode de dévolution normale du pouvoir. Mais il faut quand même certaines conditions. Le découpage, l'identification des circonscriptions électorales, le fichier électoral crédible, la transmission fiable des résultats. Les institutions qui sont chargées de la régulation du processus électoral, la CENI, la Cour constitutionnelle, et bien d'autres choses. Je pense quand même qu'aujourd'hui, le débat se fait autour de ces principes. Et ce sont des principes démocratiques. Et lorsqu'une organisation de défense des droits de l'homme vient pour défendre ces principes, si on dit qu'elle fait la politique, oui, on va faire la politique. Dire que nous voulons que les élections soient organisées de façon transparente, si en le disant, on pense que nous faisons de la politique, bon, ok, on peut accepter la faire. Parce que pour nous, il faut quand même faire instaurer la démocratie. Pour faire instaurer la démocratie, et si les règles de la conquête du pouvoir ne sont pas bien définies, il y aura que élection, contestation, répression, dialogue, élection, contestation, répression, dialogue. On ne veut pas encore de ce cycle infernal. C'est pourquoi nous disons qu'il faut cette fois-ci assainir l'environnement politique, organiser de manière transparente. Et puis, le jeu démocratique sera alors transparent et tout le monde va compétir. Et ensuite, la démocratie, je pense, prendra alors corps dans le pays. Voici un peu ce que je voudrais dire. Mais je voudrais insister pour dire que celui qui n'aime pas, je n'impose à personne, mais que celui qui n'adhère pas aux objectifs de ce collectif n'aime pas son pays. Ça, il faut